Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des services DNS et DHCP, deux services qui sont critiques quand on parle de réseau et qu'ils sont d'autant plus quand on parle de votre propre réseau, puisque ce sont des services qui permettent aux machines qui vont rejoindre votre réseau de déjà se configurer et ensuite de discuter avec d'autres machines du réseau, mais aussi avec des machines sur internet. L'idée de cette vidéo c'est d'être découpée en deux parties. Une première partie qui se focalisera essentiellement sur les aspects théoriques de la chose. Donc mon idée c'est de vous expliquer quand vous avez un smartphone, donc un produit nomade mobile, ou alors éventuellement un ordinateur portable, ou une machine fixe avec un câble Ethernet, qu'est-ce qui se passe dans votre réseau en termes de serveur DHCP, en termes de serveur DNS, comment cette machine arrive ensuite à dialoguer avec d'autres machines, comment tout ça se met en place. Et la deuxième partie de la vidéo se focalisera plutôt sur ce que vous voyez ici en ce moment, c'est-à-dire déployer chez vous votre propre service de DHCP DNS. Ici je vais le faire avec AdGuard Home. Il y a d'autres services qui existent, en particulier vous connaissez probablement Pi-hole, qui est un autre service totalement similaire à AdGuard Home. Moi j'ai fait le choix de AdGuard Home, ensuite vous pourrez faire le choix qui vous convient le mieux. L'idée c'est de vous accompagner dans cette vidéo, déjà de vous faire comprendre les enjeux des services de DNS en particulier, puisque ce sont des services qui sont extrêmement critiques quand on parle de vie privée, de confidentialité, de sécurisation, d'anonymisation, des choses de ce type-là. Très important vraiment à comprendre, et donc du coup derrière vous pourrez faire le choix soit d'aller configurer vos machines individuellement éventuellement, si vous avez des machines extrêmement nomades comme des smartphones. Ça j'en ai fait une vidéo dédiée, je vais le rappeler un petit peu après dans la vidéo, mais vous avez une vidéo dédiée qui vous explique comment sécuriser vos machines quand elles sont vraiment très nomades, soit sur votre propre réseau local, comment déployer des services qui seront plus sécurisants pour vos usages, ou plus pratiques en tout cas à configurer pour vos usages. Voilà, c'est l'idée de cette vidéo, j'espère que ça vous intéressera, et comme d'habitude, si jamais dans cette vidéo je ne couvre pas tous les aspects, ou il y a quelques petites questions qui ne trouveraient pas des réponses dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je fais un effort particulier pour répondre de toute façon à tout le monde. Donc on commence tout de suite avec l'aspect théorique, et qu'est-ce qui se passe quand mon smartphone, pour la première fois se connecte sur mon réseau sans fil, donc mon réseau Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe en termes d'interaction avec ce réseau, et comment il se met au final à pouvoir dialoguer avec Internet. Dans la majorité des cas, et vous serez très probablement dans ce cas de figure également, quand vous prenez un abonnement chez votre opérateur, vous recevez une box. Ici c'est une Livebox 5 parce que je suis chez Sosh. Et cette box, c'est un tout en un en fait, ça vous fournit tous les services dont vous avez besoin pour votre réseau. En particulier dedans, vous avez le réseau Ethernet, donc on voit ici des ports Ethernet, vous avez du réseau sans fil, via du Wi-Fi, alors de différentes générations en fonction de l'opérateur, mais surtout dedans, vous avez des services qui sont inclus, dont le service de DHCP et le service de DNS. Alors, certains peuvent être activés, certains peuvent être désactivés, en particulier sur une Livebox, vous avez le service de DHCP qui peut être désactivé. Par contre, le service de DNS est forcément activé dans la Livebox et non configurable, c'est-à-dire c'est Orange, ou Sosh ici, mais peu importe, c'est Orange qui détermine quels sont les serveurs DNS avec lesquels vous devez échanger. Et si vous gardez la Livebox comme serveur DHCP DNS, forcément c'est la Livebox qui va déterminer les autres serveurs avec lesquels vous allez pouvoir interagir, mais c'est elle qui aura la main sur tous ces services-là. L'idée, moi, c'est que j'ai extrait de cette Livebox les services DNS et DHCP, et je les ai installés dans un conteneur qui se trouve dans ma JDOM Atlas, donc de manière à avoir sur une autre machine la gestion complète DNS, DHCP, et donc avoir beaucoup plus la main sur cette configuration. Alors évidemment, ce sont des machines qui sont très fiables, que ce soit la box opérateur, mais aussi ma JDOM Atlas, donc des machines qui sont tout le temps disponibles sur le réseau, qui sont câblées. Vous voyez ici le câble réseau, donc c'est pas des machines qui sont connectées en Wi-Fi, donc qui seraient d'une disponibilité incertaine. Toutes ces machines sont sur onduleur, donc avec une disponibilité complète 24 heures sur 24, donc c'est des choses qu'il faut faire en s'y connaissant, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas en capacité de déplacer ces services DNS, DHCP sur une machine dont la fiabilité serait au moins équivalente à votre box opérateur, ne le faites pas, parce que sinon vous allez avoir des problématiques. Dès que cette machine-là va être indisponible, la plupart de vos appareils vont se mettre à ne plus pouvoir se configurer, échanger avec les autres, ça va être un vrai problème. Donc il faut vraiment le faire en connaissance de cause et en sachant exactement dans quoi on se lance. L'idée, je le redis, c'est vraiment de vous montrer que vous avez la main sur votre service de DNS et votre service de DHCP. Vous voyez tout ce qui se passe sur votre réseau et vous reprenez le contrôle de ces services-là. Contrairement à votre box opérateur ou peut-être à des points d'accès ou des routeurs assez basiques dans leurs prestations, ici vous voyez vraiment tout, vous configurez tout et vous pouvez choisir au cas par cas ce que vous autorisez, ce que vous autorisez pas, et surveiller si le trafic de votre réseau est normal ou n'est pas normal. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de déporter ça, même à certains services qui sont très spécialisés,
avec des routeurs professionnels ou semi-professionnels qui font quand même les choses moins bien que AdGuard Home ou P-Hall. J'en ai pas parlé, mais P-Hall fait aussi ce genre de prestations assez bien. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce petit smartphone, comment ce smartphone rejoint un réseau, et comment il fait pour discuter avec les autres équipements, que ce soit les équipements de ce réseau en particulier, mais aussi les équipements qui se trouvent sur Internet. Si vous voulez consulter un site Internet, si vous voulez utiliser une application qui se trouve sur smartphone, comment cette application, ce navigateur fait pour discuter avec les équipements qui se trouvent sur Internet. Donc il était une fois ce petit smartphone, un Samsung Galaxy S10 Plus, qui va rejoindre mon réseau local, et qui va pouvoir discuter comme ça avec les autres équipements qui se trouvent sur mon réseau local, mais aussi qui va pouvoir discuter avec les équipements qui se trouvent sur Internet. Il faut comprendre quelque chose, et ça c'est défini par le modèle OSI, donc OSI, je vous mets la capture d'écran ici, mais on va pas s'attarder dessus, parce que si je veux rentrer dans le détail, ça va devenir très technique, et je pense que c'est pas l'idée de cette vidéo d'aller trop dans le détail, mais la première étape, pour n'importe quel produit de ce type-là, en mettant de côté de toute façon la partie données mobiles, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo de parler de données mobiles, même si ça va être à peu près les mêmes mécanismes qui vont rentrer en jeu, c'est d'établir une connexion sans fil ou filaire à votre réseau local. Et le modèle OSI, il définit 7 couches, qui sont des niveaux en fait qui s'empilent les uns sur les autres, pour définir comme ça des protocoles qui vont permettre de mettre en place des communications entre cet appareil et les autres appareils du réseau. Il faut savoir que si on parle de connexion câblée, donc de connexion filaire, donc qu'on fait avec des câbles Ethernet comme ça, et même ce type d'appareil ultra nomade, ultra mobile, avec ce type de carte Ethernet en USB-C, qu'on peut brancher sur le port USB-C de cette machine, et vous aurez un connecteur Ethernet que vous pouvez ensuite utiliser pour rendre cette machine un peu moins nomade, on va dire, mais avec des capacités filaires. Cette machine, elle va être en mesure de discuter avec les autres machines, donc soit en filaire, soit en sans fil, avec le niveau 1 et, quand on est en Wi-Fi, le niveau 2 des couches OSI, il va pouvoir établir une connexion physique à un réseau. Alors quand je dis physique, évidemment, avec ce type d'appareil, vous voyez, où ça paraît magique, où il y a pas rien de tangible, de perceptible en termes de connexion, c'est pourtant une connexion qu'on appelle physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des microprocesseurs, il y a des antennes, donc il se passe quelque chose, il y a des communications sans fil qui ont lieu, donc ça reste une connexion physique, même si le support en lui-même, on ne peut pas le toucher. La connexion reste une connexion qu'on appelle connexion physique. Donc ça, c'est un prérequis. Je vous montre par exemple ici en sans fil. Quand vous vous connectez à un réseau sans fil, vous saisissez un SSID, donc un nom de réseau sans fil. Le mien, vous le connaissez depuis le temps qu'on le voit, c'est Guillaume. Et vous saisissez un mot de passe pour cette connexion. Ceci va établir la connexion physique à un réseau. C'est-à-dire que le smartphone va pouvoir accéder physiquement, c'est un peu comme s'il rentrait dans un lieu privé, il va pouvoir accéder à ce réseau. C'est la même chose que brancher ce câble. Une fois que la machine est branchée avec le câble, elle a accès à un réseau physique. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir faire grand-chose sur ce réseau pour le moment, il va y avoir des étapes supplémentaires, mais elle va avoir accès à ce réseau physique. Donc ce smartphone qui est sur ce réseau physique, eh bien il va rencontrer d'autres collègues, on va dire, d'autres équipements qui vont lui permettre de faire des choses. En particulier, vous avez ce que je vous ai mis ici au centre, la box opérateur, donc la Livebox 5 dans mon cas, puisque je vous expliquais, je suis chez Soch. Je suis passé, c'est Choch. Je suis passé, c'est Choch. Ouais, je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Je suis chez Soch. Cette box opérateur, elle cumule en fait plein de rôles sur le réseau. Elle a par exemple la capacité d'être point d'accès, donc access point, pour les réseaux Wi-Fi. Elle a la capacité d'être passerelle, donc de vous emmener vers Internet. Elle a la capacité de faire du DHCP, c'est-à-dire de configurer les appareils qui arriveraient sur ce réseau. Elle a la capacité d'être serveur DNS, donc de résoudre les noms. Quand une machine, ce smartphone, a besoin d'accéder à un site Internet ou à une machine quelconque, eh bien c'est de lui donner l'adresse qui correspond à ce nom de machine. Donc elle cumule les rôles et c'est elle qui sert à tout. Alors c'est intéressant de cumuler les rôles, ça permet d'avoir un pack qui est fonctionnel dès le départ quand vous l'installez chez vous, c'est très bien pour un opérateur, mais par contre si vous voulez commencer à configurer un petit peu finement tout ça, ça va être vite limitant d'avoir ce type d'appareil, surtout quand c'est une Livebox ou une box de ce type-là, qui est très grand public et donc qui ne vous permet pas de tout configurer dans le détail. Cette Livebox, je vous l'ai dit, c'est une passerelle, donc elle coupe le monde en deux. Il y a en bas ici ce qui va être votre réseau local, donc ce à quoi est connecté
en Wi-Fi, en Ethernet, la machine en question, donc elle est connectée à votre réseau local, et il y a une frontière nette avec l'Internet, donc les serveurs, qui vont permettre de vous fournir aussi des données qui ne sont pas hébergées dans votre réseau local. Donc ce petit smartphone, il peut être utilisé pour faire de la navigation Internet, pour aller sur Wikipédia, se renseigner, etc. Il peut aussi servir à regarder des vidéos, donc aller sur le site de YouTube, pour regarder les vidéos d'une chaîne YouTube que vous aimez bien. Pour réaliser ce passage d'un réseau local au réseau Internet, vous avez votre passerelle, donc votre box opérateur, qui permet de faire le pont, en fait, entre votre réseau local et les serveurs d'internet. Donc ça se fait via ensuite le réseau d'Orange, je simplifie énormément, mais c'est cette box internet qui vous propulse quelque part vers internet. Mais ce qui se trouve ici en bas de l'écran, c'est chez vous, c'est votre réseau qui vous est propre, et vous pouvez décider de commencer à enlever petit à petit certains services de votre Livebox pour prendre la main dessus et les configurer de manière un petit peu différente. Alors sur votre réseau local, évidemment, il y a d'autres petits équipements avec lesquels eh bien, ce smartphone voudrait pouvoir dialoguer. Je vous en ai mis deux. Vous avez par exemple mon ordinateur portable, un Dell Inspiron, et ma télé connectée. De la même manière, ces équipements peuvent vouloir se connecter entre eux. Donc mon smartphone pourrait se connecter à mon ordinateur portable. Par exemple, je vous ai montré des usages comme pouvoir depuis l'ordinateur portable piloter l'écran du smartphone pour jouer avec les applications qui se trouvent sur le smartphone. Et ces appareils qui se trouvent sur le réseau local peuvent avoir accès aussi à Internet pour des usages divers et variés. Pour une télé connectée, ça peut être des services de vidéo à la demande, donc du streaming, du Disney+, du Netflix, du Amazon Prime, des choses comme ça. Et donc tout ça passe par votre canal, votre passerelle, donc votre box opérateur, pour sortir sur Internet. L'idée ici, dans cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on va exploser cette box opérateur et commencer à lui enlever des services pour les transférer sur quelque chose d'autre. Alors, le quelque chose d'autre en question, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret, c'est AdGuard Home. C'est, en gros, d'extraire de votre box opérateur, qui reste toujours sur le réseau. On pourrait commencer à lui enlever encore d'autres services, mais on va la garder sur le réseau. Mais en tout cas, on va lui extraire AdGuard Home, donc on va lui extraire les services de DNS, et aussi, j'ai choisi de lui extraire les services de DHCP. Et je vais vous expliquer l'objectif d'extraire ces services, qu'est-ce que ça apporte à tous vos petits équipements qui sont là, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en termes de fonctionnalité, de sécurité et d'autres choses de ce type-là. Alors tous les équipements qui se trouvent sur ce réseau, ils ont besoin de communiquer entre eux. Pour communiquer entre eux, ils utilisent les adresses IP. Vous avez sur votre réseau local des adresses, des classes d'adresses qui sont spécifiques à l'usage sur un réseau local. Et sur Internet, les serveurs ont eux aussi des adresses IP. Alors je vous les mets pas pour le moment, mais YouTube, Wikipédia ont des adresses IP. Et quand on échange sur un réseau, on échange majoritairement, principalement avec des adresses IP. Tout est adresse IP, qu'on soit en local ou qu'on soit sur Internet, on dialogue avec des adresses IP, les machines discutent avec des adresses IP. Donc, l'adresse IP, la configuration d'adresse IP de vos machines est primordiale pour que n'importe quelle machine puisse communiquer avec n'importe quelle autre. Je vous ai mis ici un petit panel d'adresses IP, vous avez ma Livebox, 192.168.1.1, c'est pas obligatoire pour une passerelle, ou une box en tout cas, d'avoir ce type d'adresse en 1 à la fin. Quand on a vraiment la main sur son réseau, on peut commencer à configurer tout ça. Avec une Livebox ou des box très fermées opérateurs, c'est plus compliqué pour configurer ça. Il faudrait la remplacer par un routeur, mais ça fait des choses plus compliquées, et c'est pas le cadre de cette vidéo d'aller plus dans le détail là-dessus. Nous, on va se focaliser sur le serveur de DHCP DNS, qui se trouve être sur ma JDOM Atlas, et donc qui a l'adresse IP, sur mon réseau, en tout cas 192.168.1.21. Donc vous retiendrez cette adresse, c'est l'adresse de mon serveur DHCP et DNS. Et je vous ai mis d'autres petits exemples, vous avez mon ordinateur portable Inspiron, 192.168.1.101, et ma télé connectée, 192.168.1.80. Donc ce sont des équipements qui ont des adresses IP, et qui peuvent discuter entre eux. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est comment ces équipements ont obtenu des adresses IP. Et pour ça, on va utiliser l'histoire de notre petit smartphone pour comprendre comment ce smartphone, quand il rejoint le réseau, alors ici en Wi-Fi, mais je vous l'ai dit en Ethernet, ça serait la même chose, comment il fait pour obtenir une adresse IP. Il faut savoir qu'une machine, pour dialoguer avec les autres, elle a besoin essentiellement de 3 informations. Elle a besoin d'une adresse IP, qui va lui être attribuée ou qu'elle va s'attribuer elle-même pour discuter avec les autres. Elle a besoin d'une passerelle, parce que si elle n'a pas la passerelle, elle va pouvoir discuter avec les machines qui sont sur son réseau, mais elle pourra pas savoir comment sortir et aller sur un autre réseau, donc en particulier comment aller sur Internet. Et elle a besoin d'un serveur DNS, la 3e information. Le serveur de DNS, c'est un serveur de nom, et l'idée c'est que c'est bien beau des adresses IP, mais comment on fait pour connaître l'adresse IP de YouTube? Je vous mets au défi.
personne ne connaît à un instant T quelle est l'adresse IP de YouTube. Vous n'allez pas taper par cœur comme ça l'adresse IP de YouTube dans votre navigateur internet. Et donc il y a des serveurs de nom dont le seul objectif c'est de vous dire, en ce moment, au moment où vous me le demandez, YouTube a cette adresse IP. Et donc les serveurs internet ont eux-mêmes des adresses IP qui sont résolues par des serveurs de nom. Alors la première option pour ce smartphone quand il rejoint un réseau, et c'est ce que je vous ai mis ici à gauche, c'est de le configurer en IP statique. Donc si je vais ici dans gestion du routeur d'Android, je vous montre un peu plus dans le détail, vous voyez qu'on peut le mettre en adresse IP statique et on peut lui attribuer une adresse IP, donc c'est ce que je vous ai expliqué, comment il communique avec les autres machines, une passerelle, donc comment il va sortir du réseau sur lequel il se trouve. La longueur du préfixe, c'est juste pour dire quels sont les chiffres significatifs de l'adresse IP. 24, ça veut dire qu'il n'y a que le dernier nombre qui est significatif, donc le 105, donc 192, 168, 1, il va y avoir un masque dessus et ça va être constant, il y a juste la fin qui peut varier. Et vous avez l'adresse du serveur DNS, et actuellement l'adresse du serveur DNS c'est 192, 168, 1, 21. Aux surprises, c'est l'adresse de mon serveur DHCP DNS AdGuard. Donc c'est la première possibilité, vous décidez en dur comme ça dans votre smartphone de saisir une adresse IP, une passerelle, un DNS. Alors ce type de configuration d'adresse IP statique, ça va pas forcément être bien pratique. Ce petit smartphone, s'il change de réseau en réseau, si à chaque fois que vous rentrez sur un réseau, vous avez besoin de saisir une adresse IP fixe, un DNS, une passerelle, ça va commencer à devenir un petit peu pénible. Et donc, il y a des services d'autoconfiguration qui vont vous permettre d'éviter ce type de choses. Mais, malgré tout, et c'est le cas pour ma JDOM Atlas, et c'est le cas pour d'autres machines que j'ai sur mon réseau, l'adressage IP fixe est extrêmement important puisqu'il n'est pas dépendant de ce qu'on va voir après, qui est l'autoconfiguration, le DHCP. Ça veut dire que si sur votre réseau vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire toutes les machines, imaginons le pire cas, toutes les machines sont en panne, aucune machine n'est capable de dialoguer avec vous. Bah c'est pas grave parce que votre appareil, il aura une adresse en dur, donc lui il aura son adresse qui est configurée. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y aura au moins une autre machine qui va commencer à être fonctionnelle et avoir son adresse IP, eh bien elles pourront toutes les deux discuter et échanger des données. Et donc, même si votre réseau est pas en bon état, le fait d'utiliser des adresses IP fixes, ça fera que ces machines-là seront toujours trouvables, quoi qu'il arrive. Et donc pour des services comme de la domotique, des serveurs, des choses comme ça, c'est quand même assez important d'avoir des adresses IP fixes. Et c'est, je pense, une bonne règle, une bonne hygiène de réseau d'avoir quelques machines critiques en adresse IP fixe pour être sûr que quoi qu'il arrive, elles fonctionnent toujours. Donc ça, c'était la première possibilité, adresse IP fixe. C'est sympa pour certains types de machines, des machines critiques, mais on voit vite qu'avec ce type d'utilisation, ça va devenir un petit peu pénible, comme ça tout le temps d'avoir à rentrer dans les configurations. Et donc vous voyez que l'autre réglage qu'on voit, c'est le DHCP. Donc on arrive au serveur DHCP, le serveur d'autoconfiguration, et donc on revient à AdGuard et son service de DHCP. Alors en quoi ça consiste un service de DHCP ? Alors je vais pas rentrer à nouveau dans le détail, parce que je pourrais expliquer étape par étape les 4 requêtes, etc. qu'on fait quand on fait du DHCP, mais c'est pas super important. Ce qu'il faut comprendre, c'est sur tout équipement réseau. Par exemple, ici, je vous montre cette carte Ethernet USB. Vous verrez dessus que vous avez une adresse MAC qui est sur la petite étiquette. Cette adresse MAC, même si des fois elle est configurable, la plupart du temps elle est quand même hard-codée dans le produit, cette adresse MAC, elle permet à deux machines de discuter entre elles. Ça va pas être un réseau aussi efficace qu'un réseau IP, mais ça va permettre quand même de dialoguer avec les machines qui se trouvent autour de vous. Et donc c'est le minimum qu'on a, par exemple en Wi-Fi ou en Ethernet, quand on rejoint un réseau. On n'a pas d'adresse IP, on n'a pas de passerelle, on n'a pas de DNS parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas quelles sont les valeurs qu'on doit renseigner. C'est l'hôte, en gros, du réseau qui va vous accueillir, qui va vous expliquer, en gros, quelles sont les bonnes manières sur ce réseau. Par contre, on a une adresse MAC. Et donc on envoie une bouteille à la mer sur le réseau, avec son adresse MAC, on dit « Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait m'expliquer comment je dois me configurer ?» Et c'est le rôle du serveur DHCP, de prendre cette requête et de répondre. Donc le petit smartphone il arrive, il dit « Eh oh, est-ce que sur ce réseau quelqu'un pourrait me dire comment je dois me configurer ?» Le serveur DHCP va prendre cette requête. Et c'est donc super important que sur un réseau, vous n'ayez qu'un serveur DHCP. À partir du moment où vous sortez le service DHCP de votre box opérateur et que vous le gérez vous-même, évidemment vous désactivez le serveur DHCP de votre box opérateur afin que votre service devienne le service DHCP par défaut de votre réseau. Sinon, le petit smartphone, il va arriver, il va dire « Eh oh, est-ce que quelqu'un peut m'attribuer une adresse IP ?» Et là, vous allez avoir deux serveurs DHCP qui vont se mettre à essayer tous les deux de lui attribuer une adresse IP qui sera peut-être pas la même, etc. Ça va être une cacophonie. C'est vraiment pas une bonne idée d'avoir plusieurs serveurs DHCP sur le même réseau. Alors, après ça, il y a des notions de réseau très avancées. Je rentre pas dans le détail. Ici, on parle vraiment de réseau de base.
Donc le petit smartphone il demande une adresse IP et le serveur DHCP va lui attribuer cette adresse IP. On appelle ça un bail DHCP, un peu comme vous feriez une location de maison ou d'appartement. Il va lui attribuer une adresse IP, donc ici 192.168.1.105, pendant un certain temps. Donc il va lui expliquer aussi dans la réponse que il lui attribue pendant quelques minutes, quelques heures en fonction des cas d'utilisation, mais qu'il faudra qu'il revienne vers le serveur DHCP pour lui confirmer s'il en a toujours besoin, parce que si le serveur DHCP ne le voit plus à un moment donné, c'est-à-dire le smartphone ne lui dit pas qu'il a toujours besoin de cette adresse IP, eh bien il pourra la réallouer à quelqu'un d'autre sur le réseau qui en a besoin. Et puis le serveur DHCP lui attribue aussi la passerelle et le serveur DNS pour derrière que ce smartphone puisse communiquer avec l'extérieur, donc savoir comment on sort du réseau et savoir comment on résout un nom sur le réseau. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un lien entre le serveur DHCP et le serveur DNS, parce que votre serveur DHCP va fournir l'adresse du serveur DNS à votre smartphone. Et c'est la raison pour laquelle on sort le serveur DHCP et le serveur DNS de la Livebox, parce que si on gardait le serveur DHCP dans la Livebox, on ne peut pas configurer le serveur DHCP en tout cas, pour lui demander d'attribuer d'autres serveurs DNS. Et donc, le serveur DHCP de la Livebox, il va toujours attribuer les adresses DNS que la Livebox a décidé, donc les adresses DNS Orange. Et donc du coup, vous aurez des résolutions de nom Orange, non sécurisées, etc. Et souvent avec des règles qui sont établies par Orange, qui sont établies par l'État français aussi, de filtrage de certains sites, etc. Et donc quelque part, vous aurez des réponses qui ne sont pas forcément celles que vous voulez. En prenant la main sur le serveur DHCP, vous allez auto-configurer votre smartphone, et vous aurez la main aussi pour lui donner votre propre serveur DNS, que vous pourrez vous-même configurer, donc régler exactement comme vous voulez. Et donc maintenant, ce smartphone qui est en DHCP, eh bien, juste comme ça, en se connectant, il a demandé, il a eu une réponse, il a acquitté cette réponse, et donc il a pour lui cette adresse IP pendant un certain temps. Il reste une dernière option, donc on a adresse IP statique, adresse IP dynamique, donc DHCP, et vous avez aussi des adresses IP à baux statiques. C'est du DHCP, ni plus ni moins, c'est juste qu'on attribue à une adresse MAC qu'on a vu tout à l'heure, on lui attribue dans le serveur DHCP toujours la même adresse IP. Ce qui permet de faire virtuellement comme une IP statique, sauf qu'on a comme prérequis que le serveur DHCP doit être absolument présent. C'est-à-dire que si le serveur DHCP n'est pas présent, la machine, donc le smartphone, fait un appel DHCP, il n'y a personne pour lui répondre, et donc, au bout de quelques temps, elle va se mettre en auto-configuration en échec, et elle ne pourra communiquer avec aucune machine du réseau. Donc c'est la grosse différence entre une adresse IP statique, où ça marche quelque part à tous les coups, mais il faut quand même avoir rentré les bonnes valeurs, mais vous aurez une IP quoi qu'il arrive, et si c'est les bonnes IP, vous pourrez communiquer avec toutes les autres machines, avec l'adresse IP dynamique, qu'elle soit donc à bail statique ou pas. Si jamais votre serveur DHCP n'est pas là, il n'y a personne pour répondre à la demande, et donc votre machine ne pourra pas se configurer, va être bloquée dans un état non configuré. Dernière étape maintenant, on a un smartphone qui est configuré, qui a une adresse IP, un serveur DNS, une passerelle, il sait comment aller sur internet, et donc on va maintenant vouloir aller voir la dernière vidéo de son vidéaste préféré par exemple, parce qu'elle est intéressante et parce qu'on l'aime bien. Et donc pour ça, on va aller sur YouTube. Sauf que YouTube sur le réseau local, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'existence. Qu'est-ce que YouTube? Et c'est là où rentrent en jeu les serveurs DNS. Les serveurs DNS, leur rôle c'est de faire correspondre à un nom, YouTube. Alors ce nom peut être youtube.com, donc ou youtube.fr, peu importe. Ça peut être un site qui est sur internet, mais ça peut être aussi un nom local. Ça peut être par exemple LG WebOS TV. Ça peut être de faire correspondre en tout cas ce nom à une adresse IP, de manière à ce que pour un humain en tout cas ce soit plus facile d'interagir avec une machine. C'est quand même plus facile de dire je vais sur YouTube que de dire je vais sur 142.250.185.206. Vous comprenez bien que il y a quand même une facilité d'utilisation qui est largement supérieure. Et donc c'est le but du service de DNS que de répondre à la question quelle est l'adresse IP pour youtube.com. Donc votre smartphone va le demander au serveur de DNS, le serveur de DNS va lui répondre, la machine va pouvoir ensuite, avec cette adresse, passer par la passerelle et aller sur YouTube. Alors évidemment, ça se fait pas aussi magiquement que ça. Il faut savoir que si votre serveur DNS, qui est un serveur DNS secondaire, c'est-à-dire que, en gros, vous pouvez l'imaginer comme un cache, c'est-à-dire que lui-même, c'est pas lui qui est la référence pour dire qui est YouTube, il ne le sait pas. Mais il peut demander à des serveurs d'autorité, il peut leur demander est-ce que tu pourrais me répondre quelle est l'adresse IP qui correspond à YouTube. Donc lui-même va faire ce type de requêtage pour enrichir son cache, on pourrait appeler ça son cache, pour pouvoir répondre aux machines qui se trouvent sur le réseau. Donc la première fois que votre petit smartphone va dire où se trouve YouTube, ce serveur va aller requêter
d'autres serveurs DNS, il va récupérer la réponse avec l'adresse IP et il va la donner à votre machine. Et si ensuite cette machine ou d'autres sur votre réseau demandent YouTube, elles vont aussi, si elles sont configurées, en tout cas avec ce serveur DNS, et donc si vous avez principalement utilisé votre service DHCP pour les auto-configurer avec votre serveur DNS, eh bien du coup le serveur DNS maintenant connaît l'adresse IP. Alors évidemment, pendant un certain temps, ce sont des réponses qui ont une durée de validité. Les serveurs de YouTube peuvent changer, donc évidemment c'est une réponse à durée limitée, mais en tout cas pendant tout le temps où la réponse est valide, eh bien votre serveur DNS pourra servir à toutes les machines du réseau. YouTube, c'est cette adresse IP. Et donc cette machine-là pourra accéder au serveur YouTube facilement. Et du coup, on arrive à l'étape d'après. Imaginez que vous voulez interdire l'accès à YouTube aux machines qui se trouvent sur votre réseau. Si vous configurez votre serveur DNS pour dire, si on te demande YouTube, tu réponds, je connais pas, eh bien, toutes les machines qui vont être sur votre réseau, quand elles vont demander l'adresse YouTube, même si le serveur DNS connaît cette adresse-là, on l'a configuré pour dire YouTube, je connais pas, il va répondre aux machines, YouTube, je connais pas. Donc, du coup, ça va permettre des usages très intéressants. Ça va permettre de dire, eh bien, par exemple, si vous avez des services qui sont un petit peu dangereux, des services de collecte de données, des services éventuellement publicitaires, des choses de tracking, des choses comme ça, eh bien, vous pourrez dire à votre serveur DNS, eh bien, si on te demande ce type de nom, tu répondras, je connais pas. Et comme ça, les machines vont dire, ah, zut, il connaît pas, donc, j'utilise pas ce service, et je passe à la suite, je continue à charger le site, l'application, sans avoir chargé le service dont j'avais besoin, puisque le serveur DNS n'a l'air de pas le connaître. Voilà en gros la petite histoire de ce smartphone qui voulait discuter avec d'autres machines du réseau. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a mis sur la table tous les sujets dont il faut parler. Il me reste quand même quelque chose à vous préciser, c'est que ce smartphone en lui-même a aussi un cache DNS, c'est-à-dire que lui-même, il va pas comme ça en permanence demander toujours c'est quoi derrière YouTube, c'est quoi derrière YouTube, c'est quoi derrière YouTube. Évidemment, il met en cache ces informations-là. Et vous pouvez localement sur un smartphone, sur un PC, sur un ordinateur mobile, peu importe, vous pouvez installer des applications. Et c'est en gros aussi comme ça que fonctionnent les bloqueurs de publicité, pour dire, moi je vais être le propre DNS de cet appareil-là, pour dire, quand tu vas me demander l'adresse d'un site publicitaire, d'une régie publicitaire, je vais rejeter ta demande en disant je ne connais pas ce site. Et donc vous pouvez aussi directement sur un smartphone faire ce type de réglage. Du coup, quel est l'intérêt de le faire sur un serveur centralisé comme le serveur AdGuard Home? Pourquoi faire ça? Eh bien, parce que du coup, en un coup, vous pouvez centraliser toutes ces configurations-là, c'est quand même intéressant. Et puis vous pouvez aussi mutualiser les demandes DNS. C'est-à-dire plutôt que faire le réglage sur tous les smartphones de la maison, tous les équipements connectés de la maison, tous les ordinateurs de la maison, eh bien vous pouvez le faire dans un seul équipement, votre serveur DNS DHCP, qui va auto-configurer toutes les machines. Et du coup, comme toutes les machines vont utiliser ce serveur-là pour derrière faire ce qu'elles ont à faire sur Internet ou en local, eh bien vous êtes sûr que ça passera par ce service et que du coup, vous pourrez finement comme ça configurer ce service pour que toutes les machines réagissent de la bonne manière. Maintenant attention, ce type de serveur et de réglage ne fonctionne que sur votre réseau local. Une fois que votre smartphone sort de chez vous, il ne va plus être protégé par ce type de service. Donc, il faudra quand même mettre en place, surtout sur des appareils à forte mobilité, smartphone, ordinateur portable, il faudra mettre en place des réglages qui vont au-delà de juste aller chercher votre serveur DNS. Et ça, je vous l'ai expliqué, c'est en particulier des réglages au niveau système d'exploitation ou au niveau navigateur, utiliser des DNS privés ou utiliser des services de blocage. Je vous ai expliqué avec Blockada, une application spécifique qui s'installe sur Android qui permet de régler ça, et je vous ai expliqué aussi dans une autre vidéo la notion de DNS privé, donc comment on installe, comment on configure des DNS privés au niveau système d'exploitation ou au niveau navigateur sur un smartphone pour aller spécifier donc des DNS qui ne sont pas les DNS du réseau sur lequel on arrive, pour comme ça pouvoir être sécurisé quel que soit le réseau sur lequel on est. Mais quand on fait ça, quand on spécifie par exemple ces DNS privés, on bypass le réglage qu'on a sur son réseau local, puisque le smartphone dit moi on m'a demandé d'utiliser des DNS privés, donc j'utilise directement des DNS privés et je vais aller sur internet pour faire des demandes DNS. Donc tout ça c'est un gros mélange, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, donc reprenez-le à tête reposée si c'est pas clair. En tout cas moi j'ai essayé de vous expliquer la petite histoire des DNS, des HCP, comment ça fonctionne, et normalement avec ça on peut attaquer la suite, c'est-à-dire comment on installe son propre service de DNS DHCP. On va faire un test, déjà pour vérifier si le service mis en place AdGuard Home est fonctionnel. Donc, ici, vous voyez que je suis en DHCP sur ma machine Windows. On voit bien qu'on m'a attribué l'adresse 192.168.1.100.
et que ici, mon serveur DNS, c'est 192.168.1.21. Et donc, c'est bien AdGuard Home. Donc, je vais déconfigurer ma machine, donc je vais la passer en manuel. Je vais choisir 192.168.1.100 pour mon adresse IP, puisque je vous ai dit, c'est l'adresse de mon réseau. Le sous-préfixe, c'est 24. La passerelle, c'est 192.168.1.1. Et le DNS, ça va être 192.168.1.1. Donc, je passe par ma box, ma Livebox en fait. Donc voilà, là j'ai déconfiguré mon réseau, je l'ai reconfiguré, c'est comme vous voulez. Et on va aller sur un site qui est connu pour avoir de la publicité, on va aller sur msn.com. Voilà, donc vous voyez de la publicité, vous voyez de la publicité ici. Alors, il est pas horrible, hein. Je vous conseille pas nécessairement de bloquer toutes les publicités de tous les sites, hein. Il y a certains sites qui abusent clairement des publicités. Ici, par exemple, c'est pas non plus abusif. Il y a du contenu sponsorisé, il y a des petits panneaux publicitaires, mais ça va, ça reste relativement correct. Moi, j'utilise personnellement pas le site MSN, mais voilà, c'est pas non plus horrible. Par contre, il y a des sites qui vont clairement trop loin. Alors, à vous de voir si vous voulez ou pas bloquer les publicités. Si vous le faites globalement, et c'est ça que je trouve un petit peu embêtant avec ces services qui centralisent les blocages publicitaires DNS, c'est que du coup, vous pouvez pas être sélectif, vous pouvez pas dire sur votre machine ça je bloque pas, et du coup, il y a des sites qui en font les frais. Je pense par exemple, il y a des sites qui ont des très bons contenus comme Next Impact, et du coup, vous allez leur bloquer à eux aussi leur publicité, alors qu'ils font des efforts pour pas être intrusif en termes de publicité. En tout cas, je vous montre quand même ce que ça donne ici. Donc vous avez des petits panneaux publicitaires, donc retenez bien la publicité Renault, la publicité pour cette montre, le contenu sponsorisé, je sais pas s'il va être filtré, mais il y en avait un ici, et la petite pub ici, on voit c'est un petit placement publicitaire, encore une pub Renault. Alors il y a peut-être d'autres pubs ailleurs, mais en tout cas retenez au moins ces trois entrées-là. Je repasse en DHCP, je fais enregistrer, et donc là vous voyez que je vais me refaire attribuer la même adresse IP forcément, et je vais aussi récupérer le serveur DNS que j'avais tout à l'heure. Je vais recharger la page, et là vous allez observer ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on n'a plus les panneaux publicitaires qu'on avait ici à droite ou en haut. On garde le contenu sponsorisé parce que lui il est vraiment injecté directement dans ces petits panneaux-là. Et vous voyez que le site est devenu beaucoup plus propre. Et si on va sur le tableau de bord d'AdGuard, on va voir ici bloqué par filtre. Donc je clique ici. Et vous allez voir que sur la machine 192.168.1.100, donc mon PC, voilà tout ce qui a été bloqué lors des dernières requêtes. Vous voyez que c'est en ce moment, là tout de suite, au moment où je tourne cette vidéo. C'est quand même conséquent en termes de choses qui sont bloquées, en termes de publicité et d'événements qui n'auraient pas dû avoir lieu. Voilà. Et maintenant, si vous voulez revenir au comportement par défaut, je vous l'ai dit, hein, vous allez dans les listes de blocage, vous désactivez vos listes de blocage, et maintenant, votre serveur de DNS ne va plus filtrer. Donc si je refais ici un rechargement de la page, voilà, vous voyez des publicités qui apparaissent à nouveau ici et là, et vous allez voir ici qu'il n'y a pas de... Enfin, vous allez pas voir en fait, il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveautés qui sont incluses ici. Et donc c'est l'objectif de ce type de service, vous voyez que très rapidement, on peut filtrer ou ne pas filtrer. Malheureusement, si vous voulez aller dans le détail, il va falloir aller voir dans ces listes-là pour choisir quels sont les sites que vous voulez filtrer ou pas. Faites attention, je vous l'ai dit, faites pas de dommages collatéraux, essayez d'éviter d'avoir un trop grand nombre en fait de listes ici, pour éviter de faire du mal à des sites qui reposent sur la publicité et qui n'ont rien à voir avec des pratiques un petit peu douteuses ou excessives. On se retrouve dans JDOM en version 4.2.12, et c'est dans cette instance JDOM que je vais déployer mon conteneur d'AdGuard Home. Évidemment, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais à partir du moment où vous avez une plateforme avec un système d'exploitation, une architecture compatible avec Docker, et que vous avez installé Docker dessus, vous pouvez déployer AdGuard Home, il n'y a pas de problème. Ici, je le fais dans JDOM parce que c'est la nouveauté de la version 4.2, c'est que vous avez un plugin, un front-end graphique, qui vous permet de gérer vos conteneurs Docker, donc c'est aussi l'occasion de vous montrer cette petite amélioration qu'il y a dans JDOM. La première étape, ça va être d'installer le plugin, donc moi j'ai déjà connecté cette version de JDOM sur mon market. Alors ici c'est ma version d'évaluation, d'expérimentation de JDOM, mais après ça on basculera sur ma version de production pour vous montrer. Donc je vais chercher le plugin Docker, il s'appelle Docker Management, c'est un plugin officiel, il est ici, et il est gratuit et en version bêta pour le moment. Donc on installe ce plugin et on se rend dans la page du plugin, donc vous voyez Docker Management Docker 2, il suffit d'activer le plugin et ensuite de lancer l'installation des dépendances. Donc on voit ici installation des dépendances, on clique sur relancer et on attend l'installation des dépendances. Ça va tout simplement sur le système d'exploitation, ça va installer les paquets liés à Docker, donc Docker.io et compagnie. Les dépendances sont installées, alors maintenant il y aurait plusieurs options qui s'offriraient à nous, on pourrait aller classiquement en ligne de commande, lancer les commandes Docker, mais du coup on a la possibilité d'avoir cette petite interaction graphique avec JDOM, donc j'en profite.
J'ajoute une nouvelle entrée, évidemment je l'appelle AdGuard Home, comme ça me permettra facilement de me repérer. D'ailleurs je crois que sur ma machine de production je l'ai appelé AdGuard Home, quelque chose comme ça, puisque c'est son nom officiel commercial. Donc je fais OK, et puis on va aller sur le projet AdGuard Home pour aller voir comment ça se configure. Alors il y aurait une manière de faire plus simple, c'est d'utiliser ici l'assistant dans JDOM. Vous cliquez sur assistant, et il se trouve que parmi les templates qui sont préconfigurés pour le moment, en tout cas dans JDOM, vous avez AdGuard Home, mais la manière dont le template a été configuré dans JDOM ne permet pas, en tout cas j'ai l'impression ne permet pas de faire du DHCP, donc je préfère vous montrer comment on fait de manière générale. Ça me permet aussi de vous montrer la ligne de commande Docker, et comme ça en même temps vous aurez vu, si vous voulez, vous cliquez ici sur AdGuard Home, vous faites OK, et vous choisissez ici le port graphique, vous faites valider, et normalement ça devrait faire grosso modo la même chose, mais moi j'ai remarqué que ça fait pas exactement la même chose. Donc, pour savoir exactement comment on déploie AdGuard Home, on va sur la page officielle du conteneur d'AdGuard, sachant que vous avez aussi le dépôt GitHub d'AdGuard. Alors, AdGuard Home comme P-Hole, ce sont des projets qui sont complètement open source. AdGuard est une société commerciale, ils fournissent un tas de services. Alors je vais vous emmener d'ailleurs sur la page d'AdGuard pour vous montrer. Vous les connaissez probablement si vous utilisez soit leur application Android, soit peut-être leurs applications pour Windows. Peut-être vous connaissez aussi leur DNS, puisqu'ils ont des DNS spécialisés avec des DNS chiffrés, TLS et HTTPS. Donc ils ont pas mal de services qui sont payants, et ils ont aussi le pendant de leurs services qui sont en open source, sur lesquels la communauté peut contribuer et améliorer tout ça. Vous avez donc ici AdGuard Home en lui-même, et puis vous avez ici la page du conteneur qui contient AdGuard Home, avec toutes les explications pour installer votre conteneur. Donc nous on va faire l'installation en ligne de commande. On pourrait aussi faire une installation en Docker Compose, ou l'installation comme je vous ai expliqué avec le template JDOM, ou aller directement dans la ligne de commande de la machine et ensuite rebrancher cette ligne de commande avec JDOM. Il y a plusieurs manières de faire, je vous montre avec JDOM. La manière classique, ça serait d'aller en ligne de commande, de lancer cette ligne de commande, ça va faire un Docker pool, donc ramener l'image, le préconfigurer avec ce qu'on a mis ici, et ensuite on aurait juste à démarrer le conteneur. Moi je vais le faire dans JDOM parce que c'est un peu plus élégant. Alors pour JDOM, en fait, ce qu'on va omettre, c'est la partie commande en elle-même, donc Docker Run, puisque c'est présupposé par JDOM. Par contre, on va copier-coller tout ça. Donc toute cette section-là que vous trouverez, alors je vous mettrai de toute façon le lien en description si vous le cherchez. Et dans JDOM ici, je vais lui dire de faire du Docker Run. Vous voyez qu'on peut faire du Docker Run ou du Docker Compose. Je choisis Docker Run et je colle ici le contenu et je fais sauvegarder. En nom de conteneur, je tape AdGuard Home, ça va être le nom de mon conteneur Docker technique. Normalement ici on est bon, j'aurais plus qu'à activer et à déployer, mais avant de vous montrer ça, je vais vous expliquer la configuration qui est là parce qu'elle n'est pas encore suffisamment complète. Il faut que je vous explique comment on la finalise. En particulier, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si on veut faire du DHCP ici, c'est sur le port 67 et le port 68, alors je crois que 67 c'est le port serveur, 68 c'est le port client, mais si on fait ça, il va falloir utiliser une technique qui est de se passer en fait du mode bridge de Docker, et d'aller directement faire des binds sur des vrais ports de la machine, parce que sinon ça ne marchera pas bien. Il va falloir aussi configurer les deux répertoires que sont l'espace de travail et l'espace de configuration pour AdGuard Home. En gros, c'est ce qu'il va falloir faire parce que sinon, il manquera des petites choses pour que ce soit fonctionnel. Du coup, les modifications que je vous conseille sont celles-ci. Il va falloir rajouter, alors je vais remettre des retours à la ligne pour que ce soit similaire à ce que vous voyez tout à l'heure. Voilà, il va falloir choisir Network Host. Alors, Network Host, il rend caduque tout ce qui est écrit ici. Ce choix-là est obligatoire à partir du moment où vous voulez absolument faire du DHCP avec AdGuard, puisqu'il là, il y aura besoin, en tout cas a priori des documentations que j'ai vues, il y a besoin de passer par pas du mode bridge en fait, donc pas se binder sur du réseau Docker, mais de le faire directement sur le réseau de la machine, en tout cas sur les ports de la machine. Donc, Network Host, mais moi je laisse toujours la configuration qui est là, elle sert à rien, dans le cas de figure présent, mais elle est pratique parce que ça permet toujours de se rappeler, si jamais on veut enlever cette section-là, quelle était en fait la configuration nécessaire. Et n'oubliez pas aussi de bien configurer les deux répertoires en fait, celui de travail et celui de configuration d'AdGuard Home, sur des chemins qui existent sur votre machine et qui ont du sens. Voilà, pour les ports, je vous ai dit, c'est pas très important, mais je les laisse au cas où. Donc je fais sauvegarder. Alors normalement, si tout va bien, on devrait être accueilli par ici un petit panneau vert qui va dire « Le déploiement a été fait ».
Donc vous voyez qu'il y a bien un conteneur qui a été créé. La ligne de commande du conteneur c'est ça, on voit qu'il a été créé, etc. Il y a la taille et compagnie. Et donc normalement maintenant on a un conteneur qui tourne sur le port 3000, ici vous voyez port 3000, c'est le port en fait par défaut d'AdGuard pour la configuration. Donc on va vérifier ça tout de suite, donc sur le même IP que JDOM, on va aller sur le port 3000, donc je rentre ici et vous voyez qu'on est accueilli par l'écran, le panneau d'accueil d'AdGuard. Il est directement en français en plus, donc c'est génial, et il n'y a plus qu'à lancer la configuration. Donc la première étape, ça va être de choisir sur quel port vous voulez administrer AdGuard. Alors moi le truc qui marche jamais, alors c'est normal ici qu'il y ait une erreur, c'est parce que c'est le port 80 et le port 80 est utilisé par JDOM, vous le voyez ici. Par contre si je rechoisis le port 3000, souvent ça ne marche pas. Je vais vous montrer d'ailleurs le fait que ça marche pas, je vais remettre le port 3000, donc le même qui est ici. Souvent ça ne marche pas, donc je mets le port 4000, vous verrez dans mon installation de production, j'ai mis le port 4000. Pour le serveur de DNS, c'est pareil, vous pouvez faire toutes les interfaces, mais moi je vais juste choisir l'interface ETH0, donc l'interface réseau de mon vrai réseau en fait, donc pas de mon réseau Docker, ni de mon interface locale, mais mon interface réseau, et vous voyez que c'est sur le port 53, c'est le port classique d'écoute d'un serveur DNS. Je change pas ce port là, parce que c'est beaucoup plus simple de conserver le port classique DNS d'une machine. Voilà, et puis ici, l'instance Docker ne sait pas si je suis en IP statique ou pas, mais un prérequis pour bien faire fonctionner votre installation, que ce soit JDOM de manière générale, mais aussi vos conteneurs Docker, c'est d'être en installation avec IP fixe, pour pas avoir de soucis. Donc je fais suivant. Ici on me demande un nom d'utilisateur, je mets admin et admin, donc je lui laisse pas générer un mot de passe puisque c'est une installation de démo, et je fais suivant. Et là vous voyez qu'on a un souci, port 3000, c'est déjà en écoute, etc. Et c'est là où je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais moi à chaque fois du coup je choisis autre chose, peu importe ce que vous mettez, c'est pas très grave, je mets le port 4000 et vous allez voir que là maintenant, voilà, je fais suivant et vous voyez que normalement maintenant ça devrait être bon. Donc si je fais suivant ici, ouvrir le tableau de bord, je vais sur le port 4000, je fais admin, connexion, et là j'arrive dans mon instance AdGuard qui est gérée par JDOM. Alors quand je dis qu'elle est gérée par JDOM, je vais vous montrer. Donc je vais la rendre active et visible, cette instance Docker. Je vais faire un objet, je vais mettre ce conteneur Docker, en fait je vais le mettre dans un objet. J'ai créé un objet racine Docker qui va être un objet qui va être disponible sur mon tableau de bord. Je retourne ici, je vais dans mon instance, enfin dans ma configuration pour AdGuard Home, je choisis Docker, je fais sauvegarder, et donc vous allez voir que maintenant ça va être présent sur le tableau de bord. Alors, c'est toujours aussi moche par défaut. Voilà, je suis repassé en Legacy, et puis on va faire quelques petits ajustements. C'est dommage que ça soit pas fait par défaut, honnêtement, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va déplacer les commandes, on va les mettre ici. Et puis les informations techniques, on les met en bas. Et ce que je vais changer aussi, c'est le type d'information, donc comme représentation. Alors j'avais choisi Tile au départ, mais Line va être plus propre puisque ça va être beaucoup plus compact. Donc je fais ça pour chaque commande, et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà ce que ça donne, je redimensionne la tuile, et puis je quitte le mode édition, et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Il restera un truc à faire, c'est que on veut probablement pas supprimer ou arrêter par mégarde en fait le conteneur. Donc petite astuce pour les gens qui ne connaissent pas sous JDOM, si par exemple sur la ligne arrêtée vous voulez la protéger, vous voulez protéger cette commande par une confirmation ou même un mot de passe, vous pouvez cliquer ici sur confirmer l'action. Donc vous faites ça sur arrêter, recréer, redémarrer, supprimer. Donc je le fais. Voilà, mes commandes sont protégées, on retourne sur le tableau de bord et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc si maintenant je clique sur arrêter, par exemple, vous allez voir que c'est protégé pour m'éviter de faire des erreurs. Et donc si je vous montre ici mon installation AdGuard Home virtualisée avec ici JDOM, si je décide par exemple d'arrêter cette installation et que je vais dessus ici, vous voyez que le serveur ne répond plus. Et si je la redémarre directement depuis JDOM, vous voyez, hop, Chrome d'ailleurs a lancé automatiquement le rafraîchissement, et voilà, l'installation est prête. Donc elle est toute propre, cette installation, donc vous voyez qu'il n'y a pas de réglage. Donc on va faire un tour des principaux paramètres, et puis je vous montrerai ensuite en production, donc sur mon installation vraiment que j'utilise au quotidien, sur lesquelles toutes mes machines sont branchées, qu'est-ce que j'ai directement configuré, comment je l'ai configuré. Quoi qu'il arrive, vous avez un guide d'installation, il est présent ici, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et ici, vous avez le tableau de bord, donc vous allez voir ici tous vos clients, donc toutes vos machines qui sont connectées sur votre réseau et qui font appel à votre serveur DNS, c'est ici qu'elles vont apparaître dans meilleurs clients. Domaines les plus recherchés, c'est évidemment toute la partie DNS, donc les requêtes de DNS qui vont être faites, et les domaines bloqués, ça c'est lié à AdGuard en lui-même, puisque AdGuard permet de bloquer certains types de requêtes en fonction de filtres. Donc vous avez ici la liste totale des requêtes DNS qui sont exécutées par AdGuard, les filtres, et puis d'autres contenus qui peuvent être bloqués par AdGuard pour protéger les utilisateurs du réseau.
Donc ça, c'est le tableau de bord, c'est en gros pour savoir ce qui se passe. Alors faites attention, ce tableau de bord, il peut être très informatif, voire très intrusif sur ce que font les gens qui se connectent sur votre réseau local. Donc si vous voulez éviter d'aller, surveiller ou espionner ce que font vos enfants, vos conjoints, ou que vous voulez pas en tout cas avoir ce type de surveillance sur eux, évidemment je vous conseille d'anonymiser tout ce qui va passer là. Donc vous pouvez très facilement dans AdGuard choisir d'anonymiser que ce soit les clients qui se connectent à AdGuard, mais aussi les domaines recherchés, des choses comme ça. Si vous voulez pas, en tout cas, surveiller, monitorer, vous voulez juste avoir quelque chose qui est configuré globalement pour votre logement, sans aller surveiller les gens, ce qu'ils utilisent en fait concrètement. En tout cas, si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas en place de l'anonymisation, etc., moi je vous conseille quand même de le dire ouvertement, que vous avez ce type de service en place sur votre réseau. Même pour vos enfants, etc., je trouve pas ça très honnête d'avoir ce type de service en place sans derrière en avoir parlé en amont et avoir échangé autour de tout ça. Donc vous avez ensuite les paramétrages d'AdGuard. Donc les paramètres généraux sont évidemment les paramètres les plus globaux pour AdGuard. C'est ici que vous voyez par exemple anonymiser l'IP du client. Donc c'est là où vous pouvez complètement anonymiser la machine qui va faire une requête DNS. Et vous avez aussi les rétentions des journaux, donc de 6 jours à 90 jours en fonction de pendant combien de temps vous voulez conserver le journal des requêtes DNS. Évidemment, vous pouvez aussi le désactiver. Non seulement ça évite des écritures sur votre disque, mais en plus ça permet de ne vraiment conserver aucune trace des utilisateurs de la machine. Et de la même manière, les statistiques, donc tout ça c'est ce qu'on voit sur la page d'accueil, vous pouvez maintenir des statistiques pour savoir quels sont les sites qui sont fréquentés, quand et à quel moment, etc. Effacer les statistiques, comme vous pouvez effacer le journal des requêtes, et choisir pendant combien de temps vous maintenez les statistiques, voire directement les supprimer. Donc n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, sinon le réglage n'est pas pris en compte. Par défaut, donc c'est le blocage de domaine à l'aide des filtres host et des filtres, donc c'est ce qu'il y a ici. Vous pouvez aussi complètement le désactiver si vous voulez avoir un simple DNS sans protection des requêtes DNS. Et vous avez aussi des services additionnels de contrôle parental, de recherche sécurisée, et puis de services ici sécurisés de navigation. Tout ça c'est pour vérifier quels sont les sites qui sont fréquentés, et est-ce que ces sites sont sûr ou pas pour les habitants du logement. Donc à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez activer ou pas. Par défaut, il y a juste cette section filtre en fait qui est activée, le reste ne l'est pas. Vous avez ensuite les paramètres DNS. Les paramètres DNS, c'est qu'est-ce que AdGuard va utiliser comme serveur DNS pour faire une requête DNS. Parce que l'objectif, je vous l'ai expliqué sur le réseau, ça va être que toutes vos machines vont faire des requêtes à cette instance de serveur DNS. AdGuard Home, donc votre instance à vous. Mais AdGuard ne sait pas du tout résoudre une requête DNS. Lui-même ne sait pas quelle est l'adresse IP de Google ou quelle est l'adresse IP de YouTube. Donc il va être obligé de demander à un serveur mandataire, donc un serveur principal DNS, qu'est-ce qui se cache derrière l'adresse, enfin derrière le nom YouTube par exemple. Et pour ça, vous pouvez spécifier différents services. Alors les services sont définis ici, la manière de les définir. Il y a un tas de manières de faire. Vous pouvez faire du DNS en clair. Alors c'est à déconseiller, mais c'est ce que font en fait vos opérateurs par exemple. C'est un DNS qui est complètement lisible quand ça passe sur internet, et donc votre opérateur et peut-être derrière d'autres personnes peuvent voir ce qui se passe comme requête DNS. Et ensuite, définition d'autres types de DNS, dont les DNS sécurisés, TLS et HTTPS, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc le DNS par défaut qui est mis en place, c'est le Quad9, donc c'est le DNS qui est le plus, on va dire, propre et respectueux de la vie privée qu'on peut trouver, je pense. En tout cas, Quad9, au moment où je fais cette vidéo, est probablement l'un des meilleurs services DNS que vous pouvez trouver. Mais vous en avez d'autres, et si vous cliquez ici sur la liste d'AdGuard, vous verrez que AdGuard a ses propres serveurs DNS, donc ils sont disponibles ici. Privilégiez toujours, quoi qu'il arrive, un service en HTTPS ou en TLS qui protégera, je vous l'ai dit, qui évitera par exemple à votre opérateur de savoir quels sont les sites que vous fréquentez exactement, donc ça permettra d'anonymiser. Mais vous voyez que vous avez une liste complète de sites de serveurs DNS avec dedans tous les réglages que vous pouvez trouver. Alors évidemment il n'y a pas tout. Si par exemple vous voulez du Cloudflare, vous pouvez cliquer ici, mais si vous voulez tous les réglages Cloudflare, vous voyez que AdGuard fait bien les choses puisqu'il vous envoie un petit lien ici et vous allez directement sur le site officiel sur lequel il y a vraiment tous les réglages. Donc vous allez dans DNS ici et vous allez voir tous les réglages DNS qui sont disponibles pour ce type de service. Mais ils font quand même bien les choses, ils vous proposent les grandes entrées. Donc si vous voulez par exemple du Cloudflare en version DNS IPv4, vous cliquez ici, vous retournez dans AdGuard et vous mettez votre service ici. Alors après ça, vous pouvez faire plein de choses. Si par exemple vous mettez deux services, par défaut c'est de l'équilibrage de charge, donc votre serveur AdGuard va, en fonction des requêtes qui arrivent dessus,
faire des requêtes vers l'un ou vers l'autre des services pour équilibrer sur les deux types de services. Mais si vous en avez 3, 4, 5, eh bien il fera de l'équilibrage sur 3, 4, 5. Il peut aussi aller faire des requêtes en parallèle. Ça permet d'avoir le premier qui répond, en fait, c'est celui qui va avoir raison. Et ça permet d'accélérer un petit peu la vitesse de réponse. Et sinon, vous avez la possibilité de demander de calculer en fait celui qui répond le plus vite en moyenne. Alors au départ, c'est ce qui est marqué ici. AdGuard va être un peu plus long parce qu'il va demander à tout le monde. Il va calculer des statistiques, mais ensuite, quand il saura lesquels répondent les plus vite en moyenne, il va s'orienter directement vers ceux qui répondent les plus vite. Vous avez d'autres réglages, ça je le passe sous silence. Laissez tel quel si vous savez pas comment ça marche. Vous avez entre autres les DNS d'amorçage, les résolveurs inversés, donc là par défaut c'est votre gateway, donc ça sera très probablement votre box opérateur. Alors faites bien attention que ce soit cette IP là pour votre box opérateur, mais ce sera votre box opérateur, et d'autres réglages comme ça. N'oubliez pas d'appliquer les paramètres, évidemment, sinon vos réglages ne sont pas pris en compte, c'est vrai pour chaque section. Vous pouvez tester les réglages de vos DNS. Donc vous avez une petite ici information qui vous indique que c'est bon, c'est fonctionnel. Alors quand même moi je doute un petit peu de fonctionnement de ce truc là, parce que si vous commentez toutes les entrées qui sont ici, je vous montre, je commente ici les deux entrées, je fais sauvegarder, ou appliquer en tout cas pour être sûr que c'est bien en place, je fais tester, vous voyez qu'on me dit que tout fonctionne bien. Pour autant, je suis pas sûr que le service est fonctionnel. Donc je sais pas, normalement c'est censé vous aider à vous assurer que ça fonctionne bien, mais bon, ce bouton tester, je suis pas sûr qu'il fonctionne bien. Et vous avez aussi des réglages très avancés sur votre serveur DNS. Donc là à nouveau c'est pour dans votre réseau si vous voulez activer des types de services DNS bien particuliers. Honnêtement, laissez tout par défaut. Il y a très peu de chances que vous compreniez dans le détail à quoi peut servir ce type de réglage. C'est pour des utilisateurs très avancés. Maintenant, si vous avez ce type de besoin, il y a plein de choses qui peuvent être réglées ici qui sont hyper intéressantes. Et de la même manière, vous pouvez configurer ici le cache DNS. Donc ça, c'est pour éviter à AdGuard d'aller tout le temps, dès qu'il y a une demande DNS, aller faire la demande à un autre serveur DNS. Il a un cache ici, alors qui est limité par sa taille. Vous pouvez aussi spécifier des durées de vie pour chaque type de réponse DNS qu'il connaît. Et donc, du coup, ça lui permet de comprendre comme ça à peu près comment il doit maintenir son cache de requêtes DNS et d'aller demander que quand il y a besoin. Donc, les premières fois, quand la première fois par exemple qu'une machine de votre réseau va dire quelle est l'adresse IP de YouTube, il va faire la requête, puisqu'il l'a pas en cache, mais ensuite il la fera plus, puisqu'il l'aura en cache, et donc toutes les machines vont être optimisées, puisque toutes les machines bénéficieront du cache DNS. Vous pouvez même faire en sorte qu'une entrée de cache expirée soit quand même utilisée, ce qui permet d'aller plus vite, donc de répondre à la machine, et en arrière-plan de faire la requête pour vérifier que la réponse était correcte, et donc d'enlever la réponse qui aurait été incorrecte dans le cas où c'était pas la bonne réponse. Ça vous permet comme ça de gagner un petit peu de temps de manière générale. Et enfin, vous avez des paramètres d'accès, à nouveau ici, c'est pour interdire certains clients, donc certaines adresses IP, soit ici une liste de clients autorisés, donc vous mettez explicitement toutes les adresses IP autorisées, soit si vous voulez vraiment interdire quelqu'un d'avoir accès entre guillemets à internet, en tout cas via des DNS, eh bien vous pouvez le mettre ici dans la liste des IP filtrés. Les paramètres de chiffrement, c'est pour chiffrer votre serveur de DNS en local sur votre machine. Alors moi je pense que ça ne sert pas si vous êtes dans votre logement, a priori on est en relative sécurité, mais vous pouvez aller jusqu'à faire du HTTPS ou du TLS, donc du DNS over HTTPS, DNS over TLS, même chez vous. Alors pour le coup il faudra ouvrir les ports nécessaires, mais bon, nous on a fait, je vous l'ai montré, on a fait directement un binding sur le réseau de la machine et pas sur le réseau des conteneurs Docker. Donc on peut le faire si on veut, si ces ports-là sont disponibles. Alors côté JDOM, évidemment, à nouveau, le port 443 va être très probablement pris, puisque vous avez le port 80 et très probablement le port 443 qui vont être occupés. Et ça pose problème, puisque si vous n'avez pas le port 443 pour l'HTTPS, le DNS over HTTPS, le protocole va mal fonctionner parce qu'il est vraiment prévu pour fonctionner sur un port 443. Donc, du coup, ça veut dire déplacer le serveur HTTPS de JDOM sur un autre port, ce qui est possible. Mais bon, je suis pas sûr que le jeu envahisse la chandelle, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité ici de définir tout ce qu'il faut pour faire du DNS chiffré chez vous. Je le répète, quoi qu'il arrive, le DNS est chiffré à partir du moment où vous l'avez défini ici, c'est-à-dire l'interaction avec l'extérieur se fera en chiffré. Mais si vous voulez en plus que l'interaction chez vous soit en chiffré, vous pouvez le faire. Les paramètres des clients, ici je vais vous montrer, c'est dès qu'on a des clients, donc dès qu'on a des machines qui interviennent sur votre réseau, et vous avez la liste ici de ces machines. Et enfin, le serveur DHCP qui par défaut n'est pas activé, donc il va falloir choisir sur quelle interface
ce serveur DHCP est fonctionnel. Donc ici, je vais choisir 192.168.1.48, c'est-à-dire ma machine. Et si je fais rechercher les serveurs DHCP, normalement, cette instance d'AdGuard devrait me dire qu'il existe déjà un serveur DHCP sur ce réseau. Ici, à nouveau, ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense que tout ça ne fonctionne pas. C'est comme tout à l'heure. Ça ne fonctionne peut-être pas parce que je suis dans un conteneur Docker. Il y a peut-être des mécanismes qui fonctionnent moins bien pour AdGuard. Mais en tout cas, je peux vous certifier que sur ce type d'adressage, j'ai mon serveur DHCP qui fonctionne, et donc je vais pas m'amuser à configurer celui-là. Je vais directement vous montrer sur ma vraie instance AdGuard maintenant quels sont les réglages que j'ai fait, comment je les ai fait, pourquoi je les ai fait, que vous compreniez bien comment ça marche. Donc on se rend sur mon installation AdGuard de production, donc ma vraie installation AdGuard qui est gérée par JDOM. D'ailleurs, si vous voulez voir mon installation JDOM correspondante, vous allez voir qu'ici j'ai bien une entrée qui est AdGuard Home, avec la possibilité de suivre, de monitorer en fait mon statut d'instance AdGuard. Donc c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré, sauf que là ici c'est sur ma vraie installation JDOM, sur ma JDOM Atlas que ça tourne. Donc on voit ici les statistiques. Pour le coup, c'est un vrai réseau, donc il y a un vrai décompte de requêtes DNS avec des filtrages, des choses comme ça. On peut voir les clients de mon réseau, donc avec les différents types de requêtes. Donc ma machine ici, ma machine fixe principale avec laquelle je vous fais les différents tutos, etc. Et puis d'autres machines de mon réseau qui font elles-mêmes du requêtage. On voit les meilleurs clients, donc les clients c'est vraiment les adresses IP en gros, mais avec le nom résolu aussi pour savoir à quoi elles correspondent, et les requêtes associées. Vous voyez aussi les domaines sur lesquels les machines ont accès, donc vous voyez par exemple du YouTube, des choses comme ça, et vous avez des informations sur comment, est-ce que le site est sûr ou pas, est-ce que le site vous surveille et compagnie, et vous avez aussi les domaines bloqués, qu'AdGuard a décidé de bloquer. Dans mon cas de figure, j'ai pas eu d'utilisation dangereuse où AdGuard n'en a pas détecté, donc j'ai pas de tentative d'hameçonnage ou de site adulte identifié, mais si c'était le cas, vous auriez en plus ici des statistiques. Donc comme je vous l'ai dit, ici tout est ouvert, donc si par exemple je vais sur cette machine-là, vous allez voir dans le détail toutes les requêtes DNS, à quelle heure elles ont été faites, etc. Donc c'est là où je vous dis dans le journal des requêtes, probablement, moi je pense, une fois que cette instance est fonctionnelle, il convient, je pense, d'anonymiser tout ça pour éviter d'avoir à surveiller tout ce que font tous vos clients du réseau. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire ou pas. Et pour chaque client, vous pouvez aussi bloquer ses requêtes DNS. Alors, c'est pas quelque chose qui empêchera quelqu'un d'accéder à Internet. Il suffit derrière qu'il change son serveur DNS et ça refonctionnera comme avant. Mais ça vous permet comme ça rapidement de bloquer des machines pour leur empêcher d'avoir accès Internet si vous pensez qu'elles ne doivent pas avoir accès à Internet. Je reviens pas sur tous les réglages, je vous montre quand même paramètres clients ici pour vous montrer ce qu'on voit. Donc ici vous voyez vous avez les clients qui sont détectés sur le réseau avec le nombre de requêtes et comment ils ont été identifiés. Donc c'est un service DHCP qui les a identifiés avec l'adresse IP et compagnie, donc ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble cette page-ci. Et surtout, donc on va aller voir dans la partie DHCP, puisque c'est la section que je vous ai pas montré dans le détail, et comment ça se configure en fait, puisque vous avez maintenant compris ce que c'est qu'un service DHCP, comment ça se configure. Donc vous avez l'adresse IP de la passerelle, donc là c'est comment sortir de votre réseau, donc dans la majorité des cas c'est comment aller sur internet, donc c'est l'adresse IP, le plus souvent c'est l'adresse IP de votre box opérateur, donc moi de ma Livebox. Vous avez le masque de ce réseau qui correspond à l'adresse IP, donc ça veut dire ici avec ce masque-là que seul le dernier nombre est modifiable, donc de 1 à 255, et vous avez ici les adresses IP dynamiques, donc les adresses IP qui sont servies par le serveur DHCP. Donc moi, tout ce qui est en dessous de 50, ce sont des adresses IP fixes, et c'est dedans toute ma domotique, mes serveurs, les choses comme ça, toutes ces machines-là sont sur de l'adressage fixe, pour être sûr que jamais, si jamais même ce serveur-ci tombe, que j'ai plus de réseau, qu'il y a presque plus rien qui fonctionne, elles sont capables toujours de communiquer entre elles, puisqu'elles sont indépendantes de serveurs comme les serveurs DHCP. Et donc de 50 à 200, c'est la plage d'adresses DHCP, donc surtout, il ne faudra jamais assigner d'adresse IP fixe dans cette plage-là. En tout cas, évitez, parce que sinon, vous risquez de créer des conflits, même si le serveur DHCP vérifiera la plupart du temps que l'adresse n'est pas déjà louée par quelqu'un d'autre, c'est quand même assez une mauvaise pratique de faire ça. Ça veut dire que toutes les adresses de 1, enfin pas 1 puisque c'est la Livebox, mais de 2 à 49 sont accessibles en tant qu'adresse IP fixe, et toutes celles au-delà de 200, donc 201 à 255, sont accessibles en IP fixe. Et puis vous avez la durée par défaut en secondes, qu'une machine peut conserver une adresse IP DHCP avant d'avoir redemandé cette adresse, ou de confirmer en tout cas qu'elle en a toujours besoin. Vous pouvez faire de l'IPv6, mais pourtant, depuis le temps où l'IPv6 existe, ça reste toujours relativement anecdotique dans la majorité des cas.
Il y a assez peu de personnes en fait qui font encore de l'IPv6. Et vous avez derrière tout ce qui est beau DHCP statique. Et là vous voyez en gros mes machines, donc vous avez l'adresse MAC, l'adresse IP et le nom d'hôte. Alors pour ça c'est très facile, vous faites ajouter un bail DHCP, vous mettez ici une adresse MAC, comme je vous l'ai expliqué, une adresse de votre machine, vous choisissez une adresse IP libre, et puis vous mettez un nom d'hôte, vous avez juste à faire enregistrer, et la machine va venir s'ajouter ici, et automatiquement, la prochaine fois qu'elle va faire du requêtage DHCP, eh bien, elle aura toujours cette adresse IP d'attribuer par ce serveur DHCP. Et donc ça permettra d'être sûr qu'une adresse IP est bien réallouée toujours à la même machine, et surtout n'est pas utilisée par une autre machine, donc ça la garde disponible pour cette machine-là. Il reste évidemment les filtres. Les filtres, je vous l'ai montré dans le tableau de bord, c'est ce que vous voyez ici, bloqué par des filtres. Alors, ça peut ne pas être utilisé du tout. Pourquoi ? Parce que dans les paramètres DNS ici, vous pouvez mettre des services DNS comme le service d'AdGuard, qui sont des DNS menteurs et dont le principe, suivant le type de DNS que vous choisissez évidemment, hein, c'est à vous de le mettre en place, mais vous pouvez avoir des serveurs de DNS dont l'objectif c'est de vous protéger de la publicité, des ransomware, des choses comme ça. Et donc, dès qu'une requête DNS va partir sur un serveur menteur, donc un serveur comme AdGuard, eh bien, lui, il va déterminer si cette requête DNS doit être résolue ou ne doit pas être résolue. Et si elle ne doit pas être résolue, elle ne sera pas résolue, donc même en local sur votre réseau local, vous n'aurez pas la résolution de cette adresse-là, et donc vous serez protégé. Mais si vous voulez utiliser un serveur complètement neutre, comme le serveur Quad9, mais que vous voulez quand même protéger les machines qui se connectent sur votre réseau de la publicité, tout ça, vous avez un service de filtre ici, et ce service de filtre, il est assez pratique puisque vous avez la liste de tous les blocages possibles. Donc par défaut, vous avez AdGuard DNS Filter qui est coché, et puis vous pouvez en cocher d'autres. Donc moi, vous voyez que j'en ai coché un autre et j'en ai préparé un autre, mais vous avez toute la liste de blocages qui est par défaut ici, donc vous pouvez choisir là-dedans toutes les listes de blocages de sites, en tout cas de requêtes DNS qui doivent être faites en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez les mettre à jour, donc vous voyez que j'ai pas mis à jour depuis le 10 février celle-là, depuis le 20 février celle-là. La plupart du temps, elles sont mises à jour automatiquement. Et donc voilà, vous voyez ici que vous pouvez filtrer pour protéger votre réseau de certains types de requêtes DNS. Vous pouvez créer une liste d'autorisation DNS qui va surpasser la liste de blocage. Vous pouvez aussi faire des réécritures DNS, donc si quelqu'un demande l'adresse de mon NAS, eh bien ça renverra en local vers l'adresse locale de mon NAS, ce qui permet de ne pas avoir besoin d'avoir un accès internet tout le temps en permanence pour avoir accès à mon NAS, mais toujours y accéder avec le même type d'URL. Et ici vous avez Livebox, qui est ma Livebox, et donc comme ça me permet d'y accéder avec le nom de machine, au lieu d'y accéder avec son adresse IP. Si vous vous sentez pas serein sur votre réseau, vous avez des enfants par exemple qui ont des pratiques de certains services un peu trop intensives, bah vous pouvez bloquer certains types de services. Donc vous avez un tas de choses, vous pouvez bloquer du Netflix, du Facebook, de l'Instagram, etc. À vous de voir. Ça va bloquer le requêtage DNS de ces services-là. Et donc ça rendra indisponible les services sur votre réseau. Maintenant, si les personnes en question savent comment contourner un blocage DNS, et c'est vraiment relativement simple, puisque je l'explique même en vidéo en fait, eh bien ce type de choses-là n'aura aucun effet. Donc c'est vraiment pas un contrôle parental, faut pas se reposer dessus pour dire c'est bon, j'ai fait mon boulot, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça va vraiment pas les empêcher d'aller plus loin si vraiment ils ont envie d'aller plus loin. Et enfin, et j'avais fait des tests ici parce que j'avais mes points d'accès Wi-Fi qui faisaient beaucoup de requêtage, vous pouvez aussi bloquer manuellement certains types de clients. Donc ici par exemple l'adresse 1.50, eh bien vous pouvez l'empêcher d'accéder à certains types de sites. Vous avez le journal des requêtes qui est en fait la même chose mais pas filtré par client, et donc vous pouvez aussi voir ici la liste exhaustive de toutes les requêtes DNS qui ont lieu sur votre réseau, en tout cas qui passent par AdGuard Home et tout vérifier. En tout cas vous avez vu que maintenant vous avez la possibilité comme ça globalement de surveiller votre réseau, vos requêtes DNS, gérer vos services DHCP, donc faire accueillir vos nouvelles machines comme ça directement sur votre réseau, les préconfigurer aux petits oignons et leur attribuer votre service DNS à vous, de manière à ce que ce soit votre service DNS qui prenne la main sur toutes les requêtes en fait qui vont avoir lieu chez vous, et donc de savoir précisément comment ces requêtes sont exécutées, et en plus de pouvoir surveiller quels sont les services DNS qui sont utilisés, et de vous assurer que ce sont bien des services DNS chiffrés pour toutes les machines de votre réseau. Comme ça, votre opérateur, par exemple, entre autres, n'a aucune idée du type de requête DNS que vous faites chez vous, et ne peut pas en plus vous bloquer certaines requêtes DNS, il n'aura pas la main, puisque il verra pas que vous faites des requêtes DNS, tout est protégé par votre service AdGuard. À l'issue de cette vidéo, normalement, vous avez compris ce que sont les serveurs de DNS, de DHCP, donc vous avez pu éventuellement mettre en place ses propres services
directement dans AdGuard Home. J'espère en tout cas que vous aurez pu suivre les différentes étapes, que c'était suffisamment clair pour vous, que vous avez bien compris les concepts, les enjeux, l'aspect sécurité, etc. autour de tout ça. Et donc normalement, à l'issue de cette vidéo, maintenant vous êtes au moins, on va dire, informé de tout ce à quoi servent ces services et de l'importance surtout des services de DNS qui deviennent vraiment critiques en termes de vie privée et de sécurisation de vos données personnelles. Ce sont des services sur lesquels il faut faire particulièrement attention parce que sinon ça peut être des services qui servent à des collectes de données ou éventuellement qui vous détournent du site d'origine sur lequel vous vouliez aller. Voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, soit si j'ai été sur certains points trop rapides ou trop succincts, soit si au contraire vous avez des questions complémentaires et que vous aimeriez peut-être que j'essaie de vous répondre. Je réponds en majorité à tout le monde, en tout cas j'essaye, donc n'hésitez pas, faut en profiter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.